Carnet de voyage. Une invitation. Oh, can't anybody see? We've got a war to fight. Amis auditeurs, bonjour. Nous recevons aujourd'hui Frédéric Mars, bonjour. Bonjour. Nous vous recevons parce que vous avez eu la chance de passer 10 mois en dehors de notre beau département et vous êtes parti faire une traversée d'Afrique. Oui. Alors vous avez vu combien de pays en définitive ? Au total, on a vu à peu près 19 pays, mais disons qu'il y a 11 pays qui ont vraiment été importants pour nous. Bien entendu, le but, c'était un des pays que vous aviez déjà vu, la Namibie. C'est ça, oui. On avait déjà été en Namibie il y a 10 ans et on voulait retourner dans ce pays, mais pour une fois, y aller par nos propres moyens, pas prendre l'avion et y aller en voiture. Je crois que je vous avais reçu pour ce pays, la Namibie. Je vous avais déjà reçu pour ce pays. Donc on va voir que ça a beaucoup changé, on en parlera tout à l'heure. Mais avant la Namibie, vous avez été un petit peu séduit par la traversée elle-même du Moyen-Orient ? Oui, bien sûr. Voilà, c'est toute une région que on a découverte. On est passé en Turquie, Syrie, Jordanie, et on a trouvé vraiment un accueil extraordinaire et des gens complètement désintéressés, prêts à offrir tout ce qu'ils avaient. Ce qui est rare. Oui, puis presque étonnant, quoi, parce que bon, pourquoi ? C'est vrai qu'il y a toute une pensée qu'on a des bakchiches, de tout ça, et là-bas c'est pas leur culture, c'est vraiment la culture des gens qui offrent gratuitement. Vous avez passé beaucoup de temps à récolter, à monter une petite opération justement pour offrir aux gens que vous alliez rencontrer, et c'était des paires de lunettes. Oui, parce que voilà, il y a 10 ans, très souvent en Namibie, les gens nous demandaient des lunettes de soleil parce que le soleil est très puissant là-bas et qu'ils avaient mal aux yeux. Et on a demandé à des amis s'ils n'avaient pas quelques paires. Et de tout compte fait, de fil en aiguille, on s'est retrouvé grâce à la générosité de beaucoup de personnes avec 500 paires de lunettes à distribuer. Ouais, ce qui est un bon capital, ouais. Oui, exactement, oui. Et alors vous avez réparti ça à la fois dans des hôpitaux et à la fois chez des particuliers. Comment ça s'est un petit peu passé ? Disons qu'en plus des lunettes de soleil, les gens nous avaient donné aussi des lunettes de vue. Alors donc les lunettes de vue, forcément, on les a données à des professionnels, on les a données dans des hôpitaux. Et puis après, les lunettes de soleil, on les donnait soit en groupe, soit de façon groupée à des associations comme par exemple SOS Children, ou alors c'est vrai qu'on les donnait aussi au coup par coup à des gens qui semblaient avoir mal aux yeux ou qui avaient mal aux yeux. Et alors il y a un paradoxe qui n'en est pas un, c'est que vous avez donné des lunettes à des aveugles. Oui, voilà. Alors nous, on avait entendu dire que les aveugles, même s'ils ne voyaient pas, étaient souvent éblouis par le soleil. Et donc, on proposait des lunettes à des aveugles et tout le temps, ils ont toujours été vraiment contents et nous avons beaucoup remercié de leur donner. Et c'est vrai que c'est un paradoxe de donner des lunettes de soleil à des gens qui ne voient pas. Ouais, c'est incroyable. En réalité, c'est qu'ils sont tout le temps dans le noir et dès qu'il y a du soleil qui traverse leurs paupières, ça les éblouit. Voilà, certainement. Donc ça, médicalement, ça je peux pas dire, mais c'est vrai qu'on avait entendu dire ça, oui. Vous avez fait 9 pays africains, je crois. Un des premiers qui vous a séduit, c'est le Soudan. Oui, parce que à double titre, parce que le Soudan, en tout cas à nous, mais quand on disait aux gens qu'on allait traverser le Soudan, souvent les gens disaient ça faisait un peu peur. Et on a réellement découvert un pays accueillant également, où les gens avaient beaucoup de réserves, de gentillesse et de réserve, et aussi un pays chargé d'histoire, puisque à une époque, là, l'Égypte allait jusqu'à là, et donc on a découvert des tombeaux, des pyramides, vraiment, c'était extraordinaire. Oui, en définitive, c'est l'Égypte, tout l'univers de l'Égypte, mais en plus tranquille, en plus éloigné, en moins populeux. Exactement. Et puis, bien que je renie pas ma condition de touriste, mais c'est vrai que le tourisme, trop de tourisme, ça fait quand même du mal. Et l'ambiance qu'on peut trouver en Égypte est quand même lourde pour le touriste. On est un peu des portefeuilles à roulettes, alors que au Soudan, on n'a vraiment pas découvert ça, quoi. Au contraire, quoi. Les gens étaient vraiment accueillants et réservés. Alors justement,
les gens réservés qui venaient vous voir, la plupart du temps, au début, c'était les enfants. Ah oui, c'est les ambassadeurs. Ça, quand on s'arrêtait près d'un village, toujours à quelques centaines de mètres pour pas s'imposer dans le village, avec notre camping-car, les premiers, c'était les enfants, les petits bergers qui venaient, et puis qui étaient souvent les ambassadeurs des un peu plus grands. D'accord. Par contre, une fois que les plus grands arrivaient, les petits perdaient leurs réserves. Ça devenait un petit peu la ruche, non? Un petit peu. Alors c'est pour ça que on pouvait pas rester très longtemps au même endroit et c'était eux qui faisaient visiter le camping-car, qui ouvraient tout et ça devenait un petit peu difficile à gérer pour nous. Donc c'est vrai que en général, après 3 jours, on levait le camp, nous. Et les langues qui sont parlées là-bas, c'est le swahili? Alors il y avait pour l'Éthiopie l'amharique, le swahili, l'arabe plus au nord pour le Soudan et bon, malheureusement on parlait aucune de ces langues. Et vous avez quand même retenu les bonjour, au revoir. Oui. En swahili, ça se dit comment, bonjour? En swahili, c'est Jumbo. On pense aux petits éléphants des dessins animés, là. Oui, mais disons que pour les mots comme pour l'argent, on a tellement changé souvent de pays en pays, du coup, au fur et à mesure, on oublie ceux du pays d'avant. C'est ça le problème de voyager sur tout un continent. Vous finissez par mélanger un petit peu toutes les habitudes. Tout à fait, même plus que les habitudes, parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, il y a des fois où on savait plus exactement où on était. Bon, à la limite, c'était pas tellement important parce qu'on vivait au jour le jour et on vivait l'instant présent, quoi. Une des coutumes qui va certainement choquer les auditeurs, qui moi m'a ébahi un petit peu, c'est en Éthiopie ces cailloux qu'on jette sur les gens de passage. Ah oui, alors et pas par animosité, on sait toujours pas pourquoi. Non, parce que beaucoup de gens qui ont traversé l'Éthiopie, alors j'allais dire à pied, en moto, à vélo, en voiture, se retrouvent être visés par les enfants, toujours les enfants, par des jets de cailloux et comme ils ont l'habitude de jeter eux-mêmes des cailloux sur leurs animaux, ils ont un tir qui est souvent très précis et très puissant. Ouais. Donc c'est pas toujours marrant. Et c'est vrai que personne ne connaît exactement l'origine de pourquoi les enfants jettent des cailloux. Sauf qu'on peut dire qu'ils ont l'habitude de recevoir eux-mêmes des cailloux de la part de leurs parents, qui dès qu'ils ont quelque chose à leur reprocher ou quoi que ce soit, leur jettent eux-mêmes des cailloux. Oui, voilà, les parents dressent les enfants à coups de cailloux, quoi, en définitive. Un petit peu, mais alors c'est vrai qu'à côté de ça, il y a aucune agressivité, bien que le geste soit agressif, mais si quand vous voyez un enfant ramasser un caillou, vous lui faites coucou de la main, il aura tendance à lâcher le caillou, alors le changer de main pour répondre à votre coucou et oublier de vous jeter le caillou, quoi. Du coup, vous étiez continuellement en train de faire bonjour. C'est vrai, on était continuellement en train de faire bonjour. On avait même des crampes dans l'épaule, tellement on a traversé l'Éthiopie avec le bras droit qui disait bonjour. Alors c'est peut-être pour apprendre la politesse aux étrangers qui vous jettent des cailloux en définitive. Je sais pas, mais en tout cas, c'est réellement un problème. On n'arrive jamais à s'isoler en Éthiopie. Du coup, ça vous obligeait à dormir dans des cours d'hôtel? Oui, on n'est jamais arrivé en Éthiopie, on n'est jamais arrivé à dormir en dehors, dans la nature, ça jamais. Donc on squattait les cours d'hôtel ou par contre les hôteliers nous laissaient même des fois pour moitié prix une clé et une chambre, bien qu'on dormait dans notre camping-car, mais c'est vrai que et même dans les parcs, les gardes ou la police exigeaient là, par contre, qu'on dorme à côté de leur bâtiment pour des raisons de sécurité. Magnifique pays, vraiment magnifique géographiquement, magnifique pays, très diversifié, par contre particulièrement pauvre aussi. Alors, vous avez quand même donné libre cours à votre passion, qui est les volcans, et vous vous êtes fait un petit volcan en Éthiopie. Voilà, on a fait un des 3 lacs de lave existants et permanents sur la planète, quasiment. Donc, on a été sur l'Erta-Allé, dans le pays Afar, et près de l'Érythrée. Et là, par contre, si ça a été un plaisir au niveau de la marche et du volcanisme.
l'ambiance était un petit peu tendue puisque vous êtes obligé d'y aller avec les militaires qui ouvrent la route. Alors, est-ce qu'il y aura, on va voir à la fin de cette émission que vous allez faire un film sur tout ça, même 2. Est-ce qu'il y aura des images de ce volcan dans le film? Oui, bien sûr. Il y aura on a passé une nuit à regarder son lac de lave et qui était quasiment en ébullition, quoi. Donc, il y aura bien sûr quelques images sur l'Ertale, et le Dallol, c'est incontournable. Alors, on va faire un petit saut sur la Tanzanie, où c'est un pays qui est moins touristique et quasiment jamais traversé par des gens comme vous avec un camping-car, quoi. Non, c'est vrai que le voyage qu'on a fait, autant il est couramment, entre guillemets, couramment fait par des gens qui ont des véhicules tout-terrain, mais en camping-car, c'est assez exceptionnel quand même de faire un voyage comme ça. Et c'est vrai qu'on était un petit peu des extraterrestres quand ils nous voyaient passer avec notre véhicule, oui. Et du coup, ils vous prenaient pour un bus. Ils pensaient que vous étiez là sur la route, oui, souvent pour les prendre. Voilà, souvent quand ils voyaient, puisque leur gros problème c'est le transport et bien sûr il n'y a pas de véhicule particulier, il y a que des bus. Et donc quand ils nous voyaient arriver de loin, ils tendaient la main pour arrêter le bus qu'ils croyaient qu'on était. Et petit à petit, en nous voyant approcher, ils écarquillaient des yeux et se demandaient bien quel type de véhicule ça pouvait être. Là, vraiment, on les a étonnés. Oui. Ouais. Avant de parler en deuxième partie des rencontres que vous avez faites, notamment des ethnies Zemba qui étaient en Namibie, on va voir ça tout à l'heure. On va faire une petite pause musicale avec un morceau qui est un morceau qu'on retrouve dans l'atmosphère des Maasai, de ce qu'écoutent un peu les Maasai. Rebonjour à tous les auditeurs de RCF Alpes-Provence. Nous sommes toujours avec Frédéric Mars, encore dans cette traversée d'Afrique. On va parler de quelqu'un qui a été sur votre route et qui vous a surpris parce que elle était agricultrice et elle ne le paraissait pas. Oui, c'est Marie. Donc, on s'est arrêté en Zambie, près d'un petit village. Et comme d'habitude, les enfants d'abord sont arrivés, puis après, Marie, une dame très bien habillée, qui est venue, avec qui on a discuté, qui parlait anglais. Donc déjà, c'est exceptionnel quand même dans les gens qui parlent anglais sont très rares. Oui, dans la campagne. Dans la campagne et tout ça. Donc, elle parlait anglais et très bien habillée. Elle nous dit qu'elle est agricultrice, donc ça... Vous n'arrivez pas à le croire, ouais. Non, c'est difficile de croire vu les habits et sa propreté, j'allais dire. Et tout compte fait, le lendemain, quand on partait, on s'est arrêté chez elle et elle était là, c'est vrai, dans sa tenue de travail et elle était bien agricultrice. Et en définitif, elle s'occupe d'une association de femmes qui aide les enfants. C'est ça, parce qu'en Zambie, il y a, comme toute l'Afrique, mais en Zambie en particulier, il y a énormément d'orphelins. Il y a 1 million d'orphelins en Zambie dus au sida, qui se retrouvent donc tout seuls. Et Marie et son association essayent d'aider ces enfants, de subvenir un petit peu à leurs besoins, au moins alimentaires.
Et comment est-ce qu'elle fait pour récolter de quoi justement amener de l'eau à son moulin, c'est-à-dire des fonds, des choses comme ça? Malheureusement, elle compte sur des gens comme nous, c'est-à-dire que pour elle ça a été une aubaine qu'on s'arrête et qu'on puisse parler d'elle ici dans nos pays pour essayer d'avoir des sous, quoi. Sinon, c'est vrai que elle va voir les gens un peu plus aisés sur place. Alors ça me fait penser que il vous est arrivé d'être invité dans des cases de gens qui sont la plupart du temps éleveurs, et en définitive c'est vous qui apportiez quelque chose pour eux, malgré le fait qu'ils vous invitent, ils avaient strictement rien. Oui, bien sûr, ouais, ils ont absolument rien. Ils ont le strict nécessaire pour vivre et nous, on leur amenait, alors souvent à leur demande, on leur amenait de quoi manger. Et en plus, nous, quand on est rentré chez ces gens-là, souvent c'était des gens aisés qui nous invitaient chez eux. Donc, ne parlons pas des gens qui n'ont rien. Ouais, voilà. Ouais. Des gens qui avaient au moins une hutte dans laquelle vous pouviez bien sûr, rentrer. Oui. Et dans cette hutte, en définitive, dans cette case, il y a juste de quoi dormir et de quoi être à l'abri, quoi. Exactement, c'est une case qui est faite avant tout de branchage, des fois avec un petit peu de terre, et il y a une paillasse où toute la famille dort, et puis il y a 3 pierres sur lesquelles on met la casserole sous le feu, quoi. Ouais. Et il y a absolument que ça. Ça change de chez nous, hein, où il nous faut les barrières pour rentrer, il nous faut les fleurs de tous les côtés. C'est très difficile après, c'est même presque très difficile de rentrer chez nous, de rentrer chez soi et de voir tant d'abondance. Ouais. Et de voir tant d'abondance. Alors, des gens dont on avait parlé en première partie et qu'on a évoqué, mais on n'a pas pu aller un petit peu plus près d'eux, c'est les Maasai. Vous leur avez fait lire le guide du routard. C'est-à-dire que même pas nous leur avons fait lire le guide du routard, puisque tout compte fait, c'est vrai que ne parlant pas leur langue, parlant pas le swahili, on avait très peu de contact. Donc on arrivait à passer des heures, voire des journées comme ça, côte à côte, à être bien les uns avec les autres, mais sans vraiment communiquer. Et eux, c'est vrai qu'ils prenaient nos jumelles, ils regardaient avec les jumelles, et puis à un moment, on avait des petits fauteuils, ils se mettaient dans le fauteuil, ils prenaient même mes lunettes de vue pour les mettre sur les yeux, et puis ils lisaient le routard. Donc c'était quand même assez marrant de voir ce Maasai faire lire le routard. Ça valait le coup de faire ce voyage. Vous avez appris à lire à un Maasai et en plus le guide du routard. Il va vouloir voyager et remonter en France. Ça c'est possible. Quoi qu'il lisait le routard de Tanzanie, hein, donc. D'accord. Bon, ça va. Il va pouvoir faire le tour de sa propre région. Voilà. Alors, quelque chose aussi qui vous tenait à cœur, c'était même le but du voyage, c'est de revenir en Namibie, où vous aviez déjà été. Et là, vous aviez vu les Zimba lors de votre premier voyage, et vous avez découvert les Zemba. C'est ça. Donc, on avait vu la peuplade des Imba, quoi, de ces femmes qui se enduisent le corps d'ocre. Et alors, ce qui était assez particulier il y a 10 ans, c'est que elles arrivaient en ville avec la tenue traditionnelle. Et là, maintenant, 10 ans plus tard, c'est vrai que la tenue traditionnelle a un petit peu disparu, même chez les femmes Imba. Et par contre, on a rencontré, vraiment par hasard, en s'arrêtant en camping-car dans la nature, on était près de huttes, et c'était des huttes de Zemba, qui sont donc des gens qui viennent d'Angola, des réfugiés angolais. Ouais, des migrants, quoi, quasiment. Des migrants, ouais. Oui. Ils ont dû traverser la Kunene, qui est le fleuve qui sépare l'Angola de la Namibie, et puis c'est vrai que ce sont comme les Imba, ce sont des éleveurs. Alors, ce qui est bien, c'est qu'ils sont acceptés par les Imba, quoi. Parce qu'ils viennent, en définitive, manger un peu sur leur territoire, avec leur troupeau. Ils sont tolérés, on va dire. Ouais. Ils sont tolérés, c'est-à-dire que ils ont recréé leur propre village, et puis, les Imba sont de leur côté, et les Zemba de l'autre. De toute façon, ils sont, tout compte fait, après,
dans cette région du nord Namibie, il y a les Imba qui sont d'origine qui sont namibiens, et puis après il y a les Herero, ces femmes avec ces tenues extravagantes, des robes qui ont été créées par les Allemands, et puis il y a les Ovambo, et je crois que les Imba font partie de la tribu des Ovambo. Ils sont quand même tous de la même région géographique. Voilà. Vous parliez d'habits, et ça me fait penser à de la danse qui normalement se fait en habits traditionnels. Enfin, et vous avez eu l'occasion de voir des gens qui étaient en habits européens et qui en réalité dansaient comme les autres. C'était en Tanzanie, donc on a toute une famille, tout un groupe de Maasai qui est venu. Toujours pareil, hein, il y a eu les enfants toute l'après-midi, et puis le soir, ce sont les grands ados ou jeunes adultes qui sont venus, et il y avait un mélange de gens qui portaient encore l'habit traditionnel, qui était la majorité, et 2-3 jeunes Maasai qui étaient en habit occidental, parce que certainement ils avaient été à l'école, puisqu'ils parlaient eux anglais. Ce qui était marrant, c'est que ils sont spontanément ils se sont mis à danser, et les gens qui avaient les habits traditionnels sont quand même des Maasai, et dansaient aussi bien, voire presque mieux que les autres, quoi. C'était assez marrant. Ouais, ce qui fait que c'est pas l'habit qui empêche de danser comme un Maasai. Non, et c'est pas l'habit qui empêche non plus, parce que les Maasai avec un habit traditionnel ont quasiment tous, puisque les Maasai sont assez riches quand même, ont tous le téléphone portable accroché à la ceinture. C'est assez étonnant. Quelque chose aussi qui a été sur votre chemin, c'est les parcs animaliers. Vous en avez franchi un certain nombre. Ouais. Et il vous est arrivé des petites choses imprévues quand même dans ces parcs. Ben oui, parce que tout compte fait, ce qui est assez étonnant, c'est que il y a des routes nationales que tout le monde emprunte qui traversent les parcs. Et bien que c'est vrai que si vous allez dans le parc, vous devez payer une entrée, et que vous savez, c'est vrai quand même, là je fais mea culpa, que vous ne devez pas sortir de votre véhicule. À un moment, j'ai dû sortir de mon véhicule pour aller filmer un phacochère qui était magnifique. Et voilà, donc il y a un garde qui est passé et qui a fait son travail, c'est-à-dire qui nous a admonesté, exactement, et qui n'avait heureusement pas son carnet de verbalisation, et qui nous a dit écoutez, je vous attends à la sortie et vous serez verbalisé. N'écoutant que notre courage, nous avons fait demi-tour. Vous avez fui. Voilà, nous sommes retournés sur nos pas et nous avons passé une nuit à l'autre entrée. Et le lendemain, nous sommes retournés par la même route, donc traverser le parc, et tout compte fait au même endroit, exactement à 30 ou 40 mètres près de l'endroit où j'étais en train de filmer la veille, se trouvaient 2 lions qui étaient là, et tout compte fait, ça a été une belle peur rétrospective. C'est le phacochère qui les a prévenus de venir, à mon avis. C'est possible. Bon, donc il faut respecter les règles, ce que font la plupart du temps les braves occidentaux. Il faut respecter les règles, oui. Alors, on va respecter aussi une règle, c'est de parler de vos projets. Et là, vous avez 2 films en projet qui vont être bien distincts. Oui. Alors, un premier qui va être le plus dur à faire, c'est le premier que je fais, qui va retracer notre voyage, les 34 000 kilomètres qu'on a fait de l'Aragne au Cap de Bonne-Espérance. Donc, qui sera avant tout, qui commencera réellement au Soudan, puisque tout ce qui est Europe et puis Moyen-Orient, c'était pas trop le but. C'était un préambule, ouais. Voilà, c'était une marge d'approche, on va dire. Ouais. Et voilà, mais qui est pas forcément facile à faire, puisqu'en 50 minutes, puisque je fais des films de 50 minutes, il faut que je retrace 10 mois et 34 000 kilomètres. Oui, je sens que ça va être dur, ça va être très difficile. Voilà, ça va être dur de pas trop concentrer et de rester quand même, de pouvoir tenir en haleine un petit peu
Il faudra penser à mettre des images de ce qu'on vient de dire en parole dans l'émission. Alors souvent, ce qui est incroyable, c'est que dans les moments de catastrophe, quand on a été attaqué, par exemple, par les éléphants, quand on a subi des choses un peu particulières, c'est vrai que la caméra était pas forcément allumée et que des fois, on compte beaucoup sur, puisque nos films après, c'est le but quand même c'est le partage et le débat. On compte beaucoup sur le débat pour pouvoir parler de tout ça. Voilà, parler de tout ça. Alors, il faut dire que si tout va bien, vous l'aurez fini en août et il passera sur Laragne dans les quartiers d'été. Voilà, c'est ça. C'est une organisation qui s'appelle les quartiers d'été. Les quartiers d'été, tous les ans. Donc, Laragne, la ville de Laragne fait des animations quasi journalières et propose des activités, des soirées, des conférences pour les habitants et aussi les estivants. Ouais. Ça s'appelle les quartiers d'été. Et notre voyage ayant démarré de Laragne, ils auraient aimé qu'on puisse passer dans le... Ça paraît logique que vous fassiez la première là-bas, chez eux. Voilà, que des nouveaux Laragnais passent en premier le film chez eux. Voilà. Alors ensuite, vous prévoyez de faire la tournée habituelle dans le Mâconnais. Oui, voilà. Donc ça, ce serait en octobre. Voilà, en octobre, on a déjà des adresses. Et puis après, on commence à avoir des ouvertures de plus en plus, par exemple dans l'Ardèche. Et là, maintenant, notre association, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, on a un salarié. Donc maintenant, il faut vraiment que le film tourne pour nous permettre de payer le salarié. De payer le salarié. Alors, on va laisser le contact de l'association. Elle s'appelle Julie. On a un email, c'est fredaniquevoila.fr. @voila.fr. Et sinon, on a un site. Oui. Alors, c'est http://site.voila.fr/assos, donc c'est a2soc.jule. Jule, c'est DJULE. Peut-être votre numéro de téléphone pour les gens qui voudraient vous contacter. Alors, le numéro de téléphone, c'est le 04 92 23 04 59. C'était très enrichissant de tout cet univers qui défile, toute l'Afrique là qui est venue nous voir. Nous, ça nous a beaucoup enrichi, c'est évident. Et en tout cas, on va essayer de faire partager ça à travers nos petites conférences. Et vos grands films, vos films. Et nos petites vidéos. Merci Frédéric Mars d'être venu faire rentrer l'Afrique dans notre studio. Merci à vous surtout. Il va falloir la faire ressortir maintenant. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Carnet de voyage. Une invitation. Oh, can't anybody see